Alors, ça marche. Alors, vous avez été... je vous vois. Non, je vous vois. Vous avez été à la fois ministre du numérique et de la culture avant de fonder Coréa Capital, qui est un fonds particulier qui fait le pont entre la Corée et c'est un fonds d'investissement en Europe. Donc c'est un fonds passionnant, vous pourrez nous en dire quelques mots. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde votre parcours, je relisais en fait un peu les archives. J'ai pas eu le temps d'en partager quelques-unes avec Julien Vidieu qui connaissait cette époque-là, mais au ministère de la Culture en 2015, ce qui est frappant, c'est qu'on vous a taxé de ministre du jeu vidéo comme une insulte. Et tout l'écosystème avait réagi, Emmanuel avait aussi réagi au nom du CEL, Julien au nom du SNP. Nous, on trouvait déjà à l'époque que c'était la classe, c'était un compliment. C'était dire quand même le retard pris dans ce pays. Taxer la ministre de la Culture de ministre du jeu vidéo, c'était à l'époque en 2015 une manière de lui lancer une pique. Bon, cet aparté mis à part, vous avez réformé le crédit d'impôt jeux vidéo en 2013, notamment en l'élargissant aux jeux 18, plus 18, et puis vous avez participé à la création du fonds d'avance participative du jeu vidéo, toujours avec le soutien du SNJD. Il y a eu une vraie bascule à ce moment-là sur une dynamique un peu industrielle de soutien aux jeux vidéo, et c'est quand même en grande partie à vous qu'on le doit. Ma première question, c'est, on a vu à travers toutes les discussions qu'on a eues, que finalement le jeu vidéo il est hybride, il marche côté création, il marche côté tech, il a assez de gens, merci, culture, mais que finalement, à force de dépendre de ces deux mondes, on a l'impression qu'aujourd'hui, on ne vit pas une crise de croissance, mais si on veut accélérer, il faut qu'on choisisse un petit peu le wagon de tech qui va nous emmener un petit peu plus haut, et on pense qu'en France, on a la capacité d'aller à l'étage plus haut, parce qu'on a les talents, parce qu'on a le savoir-faire, etc. Autre chose que vous avez dit aujourd'hui, que vous connaissez bien. Donc ma première question, c'est quel regard vous portez sur notre industrie, généralement, et est-ce que finalement la French Tech, ça ne devrait pas être notre maison mère et une verticale qu'on devrait plus activer? Alors en fait, je pense que... je ne peux pas te voyer, je te tutoie. On se souvient très bien que les secteurs qui sont un peu à cheval entre deux ministères sont des secteurs qui sont souvent un peu laissés à l'abandon parce que les querelles, enfin, quand on connaît ça de l'intérieur, on voit très bien de quoi on veut parler, mais il y a toujours des problèmes de territoire, et donc en fait tous ces secteurs sont souvent des secteurs qui sont un peu orphelins. Et donc le jeu vidéo c'est un peu comme l'architecture, tu te rappelles, donc il y a ces secteurs qui ont du mal en fait à se situer dans le cadre d'une politique publique parce que précisément personne ne sent complètement légitime pour intervenir sur ce secteur. Donc ça je pense que c'est un peu le sujet du jeu vidéo. C'est effectivement être tiraillé entre Bercy et la culture, c'est vraiment pas une situation évidente. Donc moi je trouve que compte tenu de l'évolution effectivement des beaux succès qu'il y a eu récemment, je trouve que le secteur devrait probablement se rattacher à la French Tech, en devenir une partie, peut-être même avoir des collaborations en France digitale, etc., pour devenir une part de cette dynamique. Pas nécessairement parce qu'on considérerait qu'aujourd'hui c'est plus un secteur qui est du côté du numérique que du côté du contenu créatif ou des industries créatives, mais plus parce que probablement en termes de dynamique, de collectif, ce serait peut-être plus facile pour des acteurs comme pour les syndicats et pour les acteurs qui animent la communauté, ça serait peut-être plus facile à piloter. Donc, moi je trouve qu'effectivement c'est un secteur qui bénéficierait probablement de faire parler de lui en tant que membre de la French Tech, peut-être trouver un nouveau terme, un nouveau clé de ralliement qui pourrait devenir l'emblème du secteur, mais il y aurait sans doute quelque chose à faire de ce côté-là. Parce que souvent ce qu'on nous oppose, c'est que, c'est juste pour appuyer ce que tu dis, dans la French Tech on est éligible à tout en fait. C'est souvent ce que l'État nous répond. Il y a 40 ETP à la French Tech, il faut que vous sachiez, c'est quand même une sous-direction de la direction générale des entreprises. Et quand nous, avec le SCPV, on va à la French Tech, on nous dit, mais bien sûr, le jeu vidéo est éligible à tout. Mais le sentiment général, c'est que par rapport, évidemment, on ne compare pas à l'IA, à la deep tech, à des verticales, on voit bien que c'est des options prioritaires de l'État. Le jeu vidéo, qui est la première industrie, James rappelait 200 milliards de dollars dans le monde, aujourd'hui, en fait, à chaque fois, on est obligé de rappeler que le CA, par exemple, du jeu vidéo en France, c'est 2 fois et demi la musique et le cinéma réunis. 6 milliards 1, c'est ça que ça pèse. Donc, à quel moment on devient une industrie en soi et à quel moment on accélère et d'être, oui, une verticale de la French Tech presque assez prioritaire
propriétaire. Je pense que c'est ça un petit peu le combat de demain. Alors, j'avais une question, c'est la forte valeur technologique, Philippe en parlait tout à l'heure, qu'il y a dans le jeu vidéo. Est-ce que c'est peut-être un angle qu'on devrait plus employer? On a du mal, on se galère en fait à l'objectiver, à dire les mondes ouverts, le métaverse, l'IA, la blockchain, ça fait plus de 15 ans que c'est dans le jeu vidéo. Peut-être qu'on devrait mieux faire valoir ça. Ouais, et je pense que vous en aurez une occasion dans les mois ou années qui viennent, parce que ce qu'on voit dans l'IA générative notamment, et avec la nouvelle génération de nouveaux modèles qu'on appelle des large action models, c'est plus des LLM, des large language models, mais qui sont des modèles qui vont permettre de faire du text to action, c'est-à-dire de transformer une instruction en une action qui peut être une action de jeu. Je pense que le développement de ces modèles-là va considérablement, va peut-être révolutionner la façon dont on va pouvoir traiter le gameplay et l'expérience des joueurs, parce que en collectant les données des éditeurs de jeux ou des studios de jeux, je pense qu'on va pouvoir donner des expériences de jeu absolument incroyables aux joueurs grâce à ces nouvelles. Et donc ça, parce que la blockchain, le métaverse, ça a été un petit peu hypé pendant le Covid. La blockchain, ça a toujours souffert un peu d'une réputation un peu sulfureuse à cause de sa proximité avec les crypto-monnaies. Et là aussi, il y a une espèce de bulle pendant les confinements, etc. Et donc peut-être que c'est des technos qui elles-mêmes n'étaient pas considérées comme très sérieuses, alors qu'elles le sont. Mais là, pour le coup, je pense que sur cette nouvelle génération de modèles d'intelligence artificielle générative qui vont, à mon avis, apporter énormément au jeu, là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à construire autour de cette techno et de bien montrer à quel point, finalement, la techno et la data sont importants pour développer des jeux. Merci beaucoup. Et alors sur la blockchain, il y a plein de développements dans le jeu vidéo, je ne vais pas m'étendre, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect crypto, mais qui parfois masque des développements très intéressants qu'il ne faut pas pour autant écarter. Les NFT, notamment dans nous on est une industrie beaucoup qui travaille l'engagement quand même des joueuses et des joueurs, et c'est vrai que ça va réinterroger quand même le jeu vidéo et la manière dont par exemple les assets qu'on va gagner dans le temps de jeu, comment on peut, avec une notion d'interopérabilité grâce à les NFT, les transposer dans d'autres jeux, etc. C'est des choses qui sont travaillées aujourd'hui et qui vont à mon avis être révolutionnaires. Peut-être une dernière question, plus sous ta casquette Corelia aujourd'hui. Alors j'ai vu en enseignant que vous aviez investi dans Vivi en 2018, mais aussi que vous aviez mis un petit ticket dans Tip dans l'e-sport. Donc comme quoi, voilà, des fonds comme les tiens regardent l'e-sport, regardent le jeu vidéo. Qu'est-ce qui, toi, pourrait convaincre à l'avenir un fonds du genre de Corelia? Qu'est-ce qui, alors on a évoqué certains sujets, les technologies de rupture, etc. Qu'est-ce qui ferait qu'un projet jeu vidéo deviendrait crédible aux yeux d'un fonds comme ça? Comme tu le disais, on a fait quelques investissements. Alors, Team Vitality, c'était vraiment un truc un peu à part parce que c'était, comme l'e-sport est énorme en Corée, c'était plus exploratoire, c'était pas vraiment dans la thèse. On avait même appelé ça notre wild pocket, notre poche sauvage d'investissements qui ne sont pas exactement en ligne avec la stratégie du fonds. Elle est combien la wild pocket? Elle est fermée maintenant, elle existe. La wild pocket. On l'a fermée. Mais donc, effectivement, Obibi, qui est un studio de jeux mobiles, ce qui nous intéressait dans la démarche de cette entreprise, c'est effectivement l'utilisation de la data. En fait, eux, ils ont une approche assez systématique où ils développent des jeux avec un budget limité qui est standardisé. Et après, ils utilisent beaucoup la data pour savoir, effectivement, pour essayer d'anticiper le succès du jeu, savoir si on le laisse en ligne ou si on le retire. Et donc on avait bien aimé cette approche qui était très data-driven en fait, qui paraissait en ligne avec pour le coup notre thèse. Je pense que nous on a un fond plutôt plus late stage, j'étais très intéressé par la discussion tout à l'heure. Je pense que nous ce dont on a besoin c'est l'histoire aussi d'acquisition, d'IPO. Alors il y a eu des crashs post-IPO, notamment aux États-Unis, etc. Nous on a besoin de voir quelle est notre possibilité de sortie en fait. Et donc pour un fonds de seed, on peut se dire effectivement il y a un fonds successeur, même si on peut se plaindre qu'il n'y ait pas suffisamment de fonds plus late stage qui interviennent, mais la logique c'est effectivement de vendre à notre fonds ou un fonds private equity. Nous, quand on arrive en CVP, déjà quand l'entreprise est déjà assez mature, il faut qu'on puisse avoir des horizons de sortie. Et donc je pense que tout ce qui pourra montrer des histoires de succès, alors il ne faudrait pas que ce soit que des ventes à Tencent ou à des acteurs, mais ça manque un petit peu, je pense, d'acteurs puissants, capables
d'être des potentiels acquéreurs, ou quelques IPO qui auraient pu être très pour des succès. Je pense que c'est surtout ça, des histoires de succès, de sortie, dont ont besoin les fonds, au-delà de la culture et de la convention, comment on peut évaluer la valeur d'un studio de jeux vidéo. Je pense que c'est ça. Il y a peut-être deux choses à travailler, si j'étais en place. C'est effectivement peut-être acculturer un peu et communiquer sur les expériences des fonds qui sont spécialisés pour faire comprendre aux gens qui travaillent dans ce secteur comment on analyse la performance, la valeur et le potentiel d'un studio ou d'une entreprise de jeux vidéo. Et puis essayer après de communiquer sur les belles histoires, parce qu'il y en a davantage, de sortie pour montrer au fond qu'il y a la possibilité de faire des analyses. Vous serez notre ambassadrice. Et bien, avec plaisir. Comme le parrain, la marraine. Ministre des jeux vidéo un jour, on le dit toujours. Merci beaucoup, Fleur Pellerin. Je vous remercie.